plaisir et un honneur de recevoir Dominique Maucly, le président directeur général de Teréga. Alors, tu es originaire de Franche-Comté, très exactement, tu es né à Pontarlier, si je ne me trompe pas. Exact. Et puis, tu as passé toute ta jeunesse dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Ouais. Et puis, aujourd'hui, tu es à Paris, mais aussi tu es à Pau. Et puis, tu bouges, tu fais bouger une entreprise qui s'appelle Teréga. Mais bonjour, et Teréga, c'est quoi? Eh bien, d'abord, bonjour à tous et merci en tout cas de m'avoir invité. Alors, Teréga, c'est une entreprise de réseau, c'est une entreprise de territoire. C'est-à-dire, on a des réseaux de gaz, des canalisations et puis des stockages. Et on alimente un territoire et on alimente aussi la France. On participe à la sécurité d'approvisionnement nationale, puisqu'on participe à ce qu'on appelle l'équilibrage des flux énergétiques, typiquement le gaz pour ce qui nous intéresse. Alors, grand acteur de la transition énergétique, Teréga, explique-nous en quoi ça consiste réellement. Bien, en fait, on est tous confrontés à une situation dans laquelle on doit accélérer la transition énergétique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il se trouve que ce que nous transportons, c'est du méthane. Et le méthane, quand on le brûle, ça émet du CO2. Donc forcément, on s'interroge à la fois sur comment remplacer ce CO2 ce méthane par du méthane qui est du biométhane, donc c'est une partie de la transition énergétique, et comment ensuite aller vers des nouvelles molécules, des molécules qui vont aider l'industrie à fonctionner de façon propre, typiquement l'hydrogène, ou des molécules de CO2, parce que le CO2, on sait le capter aussi, on va pouvoir le réutiliser demain dans des e-fuels ou des e-molécules. Donc comment récupérer ce CO2 ? Et puis comment faire en sorte de reconstruire avec ces molécules l'industrie qui sera l'industrie qui va réindustrialiser une partie des territoires en France. Et bien, nous, en fait, nos infrastructures, on essaie de faire en sorte qu'elles soient au service de ça. La décarbonation d'un côté et puis la réindustrialisation de l'autre. Voilà pourquoi on est acteur de la transition énergétique et volontaire, parce que ça fait partie vraiment du projet d'entreprise. Donc pour toi, l'innovation, la transformation par la technologie, c'est clé? En fait, l'innovation, c'est ce qui nous a permis au départ. On a fait ce que je te raconte, on l'a fait en 2016, on a réétabli notre plan stratégique, on l'a fait tous ensemble. Ça a été d'abord un projet complètement collectif. Et puis on s'est fixé un certain nombre de priorités. Et dans ces priorités, il y a eu des dimensions qui étaient des dimensions liées à l'énergie elle-même, puis des dimensions essentielles pour être rapide. On est petit, je ne l'ai pas dit, on est 650, un petit club, mais pour être à l'échelle des grands, ceux qui vont bouger, qui ont bougé d'ailleurs un tout petit peu plus tard que nous, mais quand ils y mettent les moyens, ils y vont à fond, nous on a une richesse, c'est nos hommes, c'est les talents, c'est le mot que tu mets en avant, mais tu as parfaitement raison, ce sont les hommes qui font la richesse de cette entreprise. Et puis des process qu'on a voulu équilibrer. L'innovation, c'est clé. Pour être innovant et être performant, il faut savoir s'organiser en râteau, être capable de créer des projets dédiés qui vont amener en fait à aller plus vite que les autres. Voilà. Vitesse, flexibilité. Sans précipitation. Non. Mais les défis de demain, c'est quoi chez toi? Chez nous, le défi principal, c'est effectivement d'aller jusqu'à la réalisation des grosses infrastructures dont on va avoir besoin. Et pour ça, c'est à la fois des défis qui sont humains, mais j'ai envie de dire, une fois qu'on s'est organisé, qu'on a des bonnes équipes, qu'on sait s'appuyer sur des gens qui vont... Et puis le deuxième, il est financier. Et le défi, c'est d'arriver à faire construire les modèles qui sont les modèles économiques dans lesquels on va avoir ces nouvelles molécules. Et aujourd'hui, ils n'existent pas. Donc il faut réinventer. Quand on dit réinventer, ce n'est pas que la technologie, c'est aussi la façon dont on va utiliser cette technologie pour l'amener jusqu'au consommateur final. Alors tu es un des grands patrons inspirants dans ton domaine, et pas que dans ton domaine. Tu es devenu inspirant comment ? En fait, là, je vous renvoie à un de mes livres. J'ai créé mon premier livre. En fait, à force de fréquenter le monde industriel et autres, on finit par se dire qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent. Et moi, j'ai fait l'analogie entre le cerveau et l'entreprise. Mon premier bouquin, il s'appelle « L'entreprise cerveau, petite apologie de la curiosité ». Eh bien, c'est comme ça que je construis en fait mon entreprise. C'est essayer de faire en sorte que ça fonctionne comme un cerveau. Moi, je suis l'âme, c'est-à-dire quelque part celui qui donne, qui anime, celui qui donne un petit peu la vision, que j'écris à chaque fois pour qu'elle soit très précise et très claire. Donc, j'écris beaucoup, mais c'est fait pour ça. Et je le donne pas simplement à mes collaborateurs, je le donne aussi à ceux qui veulent le lire, comme ça ils comprennent ce que l'on fait. Et puis ensuite, c'est donner de l'autonomie aux neurones. En fait, tu sais, quand tu prends un neurone, si tu ne lui mets pas la bonne chimie, il ne va pas travailler. Au contraire, il va se déconnecter du reste. Au contraire, si tu lui mets la bonne chimie, et nous, on doit mettre la bonne chimie autour de nos neurones. La force ici, c'est de savoir être bien accompagné, de bien manager, mais bien accompagné. Ouais. Pour toi, un talent, c'est quoi? Pour moi, typiquement, un talent, c'est quelqu'un d'abord de curieux, et c'est quelqu'un qui sait me challenger.
Nous, on est des animateurs d'équipe, comme je le disais tout à l'heure, mais en même temps, on n'a pas la vérité. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse amener son idée, être capable de te dire « Attends, là, je sens un petit peu différemment ». Voilà, donc un talent, c'est quelqu'un qui est curieux et c'est quelqu'un qui me dit la vérité, ce qu'il a envie de faire, etc. Et qui me dit « Attends, je ne crois pas à ce que tu… » Bon, après, on discute, bien évidemment, mais c'est important qu'on puisse avoir un vrai dialogue dans l'entreprise. Et donc cet effet miroir est aussi très important. Mmh. Paris réussi. Dominique Maucly, sur cette interview, merci infiniment. Je t'en prie. À bientôt. Je suis ravi d'accueillir Sophie Georgère-Menro, dirigeante de la société Pramac, présidente également de MEDEF Vendée. Originaire, oui, de la Vendée, du bocage vendéen, du marais de Chaland très précisément. Territoire connu pour ses canards et, bien évidemment, toute cette volaille élevée au grand et pur air vendéen. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise ? Oui, bonjour Patrice. Mon entreprise, donc, c'est Pramac, c'est une entreprise familiale qui a plus de 50 ans, que j'ai reprise il y a une trentaine d'années au décès de mon père. Et nous sommes spécialisés en accessoires pour câbles et chaînes et colliers de serrage. En fait, on évolue sur les secteurs d'activité de la quincaillerie, de la fourniture industrielle et de la manutention levage. Tes principaux clients, qui sont-ils ? Des quincailliers, des fournitures industrielles. Des gens comme, je ne sais pas moi, Martin Belessoud, par exemple, l'un des deux candidats à la présidence du MEDEF national, ou des entreprises comme Le Galet aussi, qui sont des entreprises assez connues sur le territoire. Alors, tu diriges une entreprise, en même temps, tu es présidente du MEDEF de la Vendée. Comment on fait pour concilier les deux ? J'ai tendance à être très multicasquette, VRP de tous mes engagements sur mon territoire, parce que je suis aussi élue à la Chambre de commerce. Donc, en fait, c'est une activité à temps plein, ça c'est clair. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs sur lesquels je peux m'appuyer. J'ai une mère qui s'occupe de mes enfants, ce qui est bien aussi. Et puis, ça me laisse tout mon temps pour pouvoir m'éclater dans ce que je fais et qui est la défense de mon territoire et puis du tissu économique très particulier, vendéen, dont on parle assez souvent. Qui est très fort. Fort, dense et très développé en réseau sur le territoire. Et donc, défense de nos intérêts, des intérêts des entreprises et de nos emplois, parce qu'on est là pour ça. Tu fais partie des gens qui aiment ce qu'elle fait et tu as toujours été, comment dirais-je, induite, portée par l'amour de ton métier, l'amour des gens pour qui tu travailles. Moi, ça m'avait marqué quand on avait fait ce débat à Chaland. Ça représente quoi pour toi, cet amour de bien faire les choses ? Il y a un devoir d'exemplarité, je pense. Et puis, moi, j'ai hérité de l'entreprise. En fait, du jour au lendemain, mon père est décédé, j'avais 23 ans, je finissais mes études. On m'a dit, tu reprends ou pas, tu as le week-end pour réfléchir. Et donc, à partir du moment où j'ai choisi de le faire, je trouve que si on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on ne fait pas ce qu'on aime, faut faire autre chose. Donc, je prends un grand plaisir à défendre. Et je reviens toujours sur le même sujet, mais je défends mon territoire, je défends la Vendée. Je suis vendéenne avant tout. Et même dans les pays de la Loire, des fois, ils s'en plaignent un petit peu quand même, parce qu'il n'y en a que pour la Vendée. C'est le cœur vendéen qui parle. Voilà, en fait. c'est ça. Hein. Alors, les valeurs aussi, c'est important pour toi. Les valeurs d'éthique, oui, de transparence, de partage de la valeur. Tu les appliques au quotidien dans l'entreprise ? Oui, alors le partage de la valeur, c'est un grand sujet, notamment au MEDEF en ce moment. Mais moi, dans mon entreprise, par exemple, un accord d'intéressement, donc pour moi, c'est un des premiers outils de partage de la valeur. Mon père en avait déjà un, donc ça fait plus de 35 ans qu'on travaille avec ce genre d'outils-là. Partager, c'est important, mais partager et prévoir la pérennité aussi de l'entreprise et de ses emplois. Moi, j'ai 55 ans bientôt. Avant mes 51 ans, j'ai géré la transmission de mon entreprise et j'ai fait des donations partage à mes enfants. J'en ai parlé à mes équipes pour qu'ils sachent qu'on ne revivra pas ce qu'on a vécu il y a 30 ans. C'est ça. Tu as quand même transformé aussi ton entreprise au quotidien. Comment tu t'y es pris ? Comment je m'y suis prise ? J'ai commencé par faire ça avec du bon sens. Je n'y connaissais rien. Donc j'ai juste posé des questions et changé un peu les façons de faire parce que ça ne me paraissait pas logique. Au début, on m'a dit que j'allais couler la boîte. Et puis, quand j'ai fêté les 20 ans de ma prise de direction, on m'a dit on n'y croyait pas, mais vous l'avez fait, donc merci. Et en fait, je travaille aussi beaucoup sur le droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur des collaborateurs et le droit à l'initiative
et le droit à l'échec. Parce qu'un échec, c'est d'abord une expérience, c'est une leçon. Et il y a bien des fois où il faut faire ses propres erreurs pour pouvoir continuer à aller de l'avant et innover. Parce que c'est de l'innovation aussi d'essayer des nouvelles choses. Transformation, innovation, humain. J'allais presque te dire human first. Les talents, les recrutements de talents, c'est quelque chose d'important dans une entreprise comme la tienne, parce qu'il ne faut pas se tromper. Et pour toi, un talent, c'est quoi? Alors, on ne peut pas se tromper si on est... Enfin, on se trompe souvent parce que l'humain, c'est l'humain. Un talent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, de défendre son idée, son envie, et surtout d'avoir le courage de faire ce qu'il a envie de faire et de changer si ça ne va pas. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir dans une entreprise, dans une équipe, des gens qui ne se sentent pas bien dans le groupe et qui n'ont pas le courage de s'en aller. Donc dans ces cas-là, en général, moi j'essaye de les aider, de construire un projet professionnel avec eux, de les former pour qu'ils puissent rebondir ailleurs. Mais je préfère quelqu'un qui va rebondir ailleurs de mon entreprise plutôt que quelqu'un qui se morfond et qui vient en traînant les pieds le matin. Le bien-être, le courage. Merci infiniment, Sophie, d'avoir été notre invitée. Merci, c'est avec plaisir. Quel plaisir, quel bonheur de te recevoir, mon cher Philippe. Philippe Rodet, dirigeant chez Bien-être et Entreprise. Bonjour Patrice. Alors, moi je vais te dire, c'est toujours pas un miracle, pas une chose merveilleuse, mais un mix entre tout ça. Tu as su toujours donner du positif, donner de l'optimisme, donner de la volonté, d'amener des comportements bienveillants dans les entreprises. Comment tu t'y prends? J'essaie d'utiliser mon métier premier, qui est la médecine d'urgence, qui m'a appris un peu la physiologie, de recouper la psychologie par de la physiologie et de montrer que certains comportements dans le monde de l'entreprise sont actuellement indispensables. Donc voilà, c'est peut-être la clé finalement, cette alchimie entre mon métier passé et l'actuel. Et justement, cette alchimie, tu l'as faite comment? Sur une trentaine d'années, en recoupant des travaux qui étaient menés dans différents pays, qui s'intéressent à ces sujets, qui s'intéressent à des formes un peu atypiques de motivation. Et on s'est rendu compte que finalement, on pouvait aller chercher à la fois de la motivation, de l'engagement et avoir un impact bénéfique sur la santé. Et c'est ce qui m'a intéressé. Alors, parfois dans les entreprises, tu as des gens pessimistes et toi, tu les fais muter du pessimisme à l'optimisme. Tu t'y prends comment? Des pessimistes, il y en a même en dehors de l'entreprise. En France, c'est très fréquent. J'essaye effectivement de transformer le pessimisme en optimisme. Alain disait, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Oui, c'est un effort que l'on doit faire. Mais cessons de nous lamenter sur le pessimisme en France. Agissons chacun à notre niveau pour que demain, il y ait un petit peu plus d'optimisme. Alors, ceux qui disent dans notre pays, c'est pas possible, tu leur réponds quoi? Tout est possible, oui, bien sûr, mais il faut voir les choses autrement. Un jour, Jacqueline de Romilly, que j'ai eu la chance de bien connaître pendant une dizaine d'années, je lui demandais comment elle faisait pour être toujours aussi optimiste, alors qu'elle était âgée, qu'elle voyait plus clair, qu'elle entendait mal. Elle m'avait dit « L'optimisme permet de transformer les soucis en défis, les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. » C'est ça, finalement. C'est transformer des soucis en défis. Et pour ça, je peux aller voir Michel Tremblay, qui est prof à HEC Montréal, qui dit quand on a une mauvaise nouvelle annoncée, rien ne sert de l'édulcorer. Ce qu'il faut, c'est accepter qu'il y ait une mauvaise nouvelle pendant le premier tiers de notre propos et ensuite ne parler que des moyens que l'on va mettre en œuvre et des raisons pour lesquelles ces moyens vont conduire à la réussite. Je crois que c'est ce qu'il faut dans notre pays, c'est transformer les soucis en défis. Alors la transformation et l'innovation, ça va de pair, non? Oui, bien sûr, parce que si on est optimiste, on va pouvoir innover davantage, on va voir les choses autrement. Ce qui nous paraît impossible aujourd'hui sera possible demain. Oui, c'est une force. Alors comment on passe, comme toi, d'un médecin urgentiste au monde de l'entreprise? C'est un parcours atypique, c'est un parcours long. Je me suis intéressé par hasard, durant mes études de médecine, à l'impact de la motivation sur la réussite, et puis par la suite sur la réussite et sur la santé. Et puis, dans les années 2000, je m'y suis intéressé un petit peu plus. J'ai trouvé quelques pays qui travaillaient beaucoup dessus. En recoupant les études menées dans ces pays, j'ai eu envie d'en faire profiter quelques entreprises dans notre pays. Et c'est là que je suis passé de la santé au monde de l'entreprise. La première fois que j'ai mis les pieds dans une entreprise, je ne savais pas ce qu'était un N+1, mais rassure-toi, depuis, j'ai progressé. Alors justement, quand beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent, nous regardent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Comportez-vous bien.
Le contexte est compliqué, le contexte est difficile. Mais dans un contexte difficile, on peut aller chercher des résultats. Et ça, c'est indispensable. Si on veut que le pays se relève, eh bien, il faut que chacun soit acteur de ce renouveau, de ce nouvel élan, de ce talent finalement, qui est chez un nombre impressionnant de personnes, mais qui n'est pas toujours utilisé à 100%. Quand on lit tes livres, donc j'ai envie de dire, quand on déguste tes livres, on sent ces talents. Pour toi, le talent, c'est quoi? C'est de l'enthousiasme. C'est la capacité à imaginer aujourd'hui ce qui nous paraît impossible mais qui se réalisera demain. C'est Kennedy qui dit « nous enverrons un homme sur la Lune ». Les Américains n'avaient pas les technologies nécessaires. 11 ans plus tard, c'est Apollo. Pour moi, le talent, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme. Innovation, enthousiasme, transformation, volonté, optimisme et simplicité. Parce que tu expliques de manière très simple des choses assez compliquées. Et pourtant, c'est des choses de la vie. Oui, la simplicité, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, tout comme l'humilité. On sait très très peu de choses, on essaie de comprendre des choses compliquées, et c'est peut-être cela aussi la clé du talent. Un peu d'enthousiasme, un peu d'humilité. Quelle humanité, Philippe Rodet. Merci infiniment. Merci beaucoup, Patrice.